Bon les amis, on y est, je vous l'ai annoncé. C'est la carte blanche de Manon Bril. Vous lui faites un maximum de cœur dans le chat pour lui donner de la force. Ok. Et Manon, c'est à toi. Et salut tout le monde. Merci. N'hésitez pas à venir vous approcher de moi car j'ai besoin de vous. Oula, coup de pied dans la table, ça commence très mal. J'ai besoin de vous, petit public, pour un petit peu d'interactivité. Et le chat également, n'hésitez pas à vous joindre au mouvement car la consigne est la suivante. Alors avant tout, je me présente. Je suis Manon, donc je suis docteur en histoire et aujourd'hui j'avais pensé démonter certaines de vos idées reçues sur l'histoire. Peut-être certains mythes assez tenaces que vous auriez pu vous forger au fil du temps. Mais en fait, je me suis rendu compte cet après-midi qu'on avait un public extrêmement brillant et cultivé ici, au Pollen Chill, et que en fait, j'avais rien du tout à vous apprendre parce que tout ce que j'avais à vous apprendre, vous le saviez déjà. Vous savez, ça c'est le truc des universitaires, hein. Vous prendre de haut comme ça avec leur savoir pour étaler leur culture. Bref, je vous propose de ne pas vous laisser faire public comme le chat, ok ? Donc cet après-midi, à chaque fois que je vais vous demander si vous saviez quelque chose, vous allez me répondre « Bien sûr qu'on le savait !» Évidemment, vous pouvez le dire en vrai, vous pouvez le dire dans le chat. Donc, moi, je vais dire « Est-ce que vous saviez que nananana ?» Je vais vous montrer du doigt et là, vous ferez « Bien sûr qu'on le savait !» Bien sûr qu'on le savait. On fait un petit test. Attention, la première question est « Est-ce que vous saviez que Louis XVI, qu'on a décapité, n'est pas le dernier roi qu'on a eu en France ?» Bien sûr qu'on le savait. Et j'espère que le chat le savait aussi. Mais oui, vous le saviez, bien sûr. Public incroyable, car le dernier roi qu'on a eu en France, ce n'est pas Louis XVI, c'est Louis-Philippe, qu'on a renversé en 1848. Bref, ok, vous êtes prêts? C'est parti. Est-ce que vous saviez, on commence facile, que les Gaulois ne fabriquaient pas de menhirs? Évidemment que vous le saviez, c'est très facile, tout le monde le sait. C'est à cause d'Astérix et Obélix qu'on a cette image, mais c'est complètement faux, bien sûr. Les menhirs, ça date de bien avant les Gaulois. Ça date d'entre 4500, un max de chiffres, je vous préviens cet après-midi, d'entre 4500 et 2500 avant notre ère. Alors que la guerre des Gaules contre les Romains, par exemple, pour prendre ce repère, c'était entre 58 et 51 avant notre ère. D'ailleurs, les Gaulois, ça ne veut rien dire en fait. Vraiment, on peut presque dire que les Gaulois n'ont jamais existé. Car ce sont les Romains, les envahisseurs, qui les appelaient ainsi, en particulier Jules César, dans son récit sur la guerre des Gaules, où il invente un peuple uni et fédéré, qu'il appelle les Gaulois, comme ça fait genre « Ouais, j'ai battu un immense peuple, trop bien » et tout. Et en fait, non. Il s'agit de plein de petites peuplades, mais eux, les Gaulois, qui ne sont donc pas des Gaulois, vous suivez, ils ne s'appellent pas du tout les Gaulois, ils s'appellent les Arvernes, les Boïens, les Cadurques, etc. C'est pour ça que l'expression « nos ancêtres les Gaulois » est doublement fausse. D'abord puisqu'elle véhicule l'idée qu'on serait les descendants d'un même peuple qui aurait été au même endroit il y a 2000 ans, ce qui est absurde parce que ça met de côté donc l'Empire romain, toutes les invasions qui ont suivi, etc., etc. Également les territoires outre-mer et surtout donc ça fait référence à un peuple qui, comme on l'a dit, n'avait pas d'existence en tant que tel. Mais bon, vous le saviez, bien sûr. D'ailleurs, à propos d'identité nationale, est-ce que vous saviez qu'il n'existait pas de représentation officielle de Marianne, notre allégorie nationale? Bien sûr qu'on le savait. Mais bien sûr que vous le saviez, évidemment. Il n'y a en fait aucun symbole visuel français qui ne soit inscrit dans la Constitution, à part le drapeau tricolore. Ça veut dire que le coq gaulois, justement, ou encore Marianne, ça n'a rien d'officiel. C'est une tradition qui est donc une pratique qui est vraiment instaurée, qui est utilisée aussi bien par les particuliers que par l'État, mais ça n'a rien d'officiel. Donc, ça veut dire que n'importe qui peut créer sa propre Marianne, son propre buste de Marianne et le vendre. Et s'il y a des mairies qui l'achètent, ça peut se retrouver en décor de votre mariage, figurez-vous. C'est pour ça qu'on a des Marianne Stars, ok. Genre la première qui a été faite, c'est celle à l'effigie de Brigitte Bardot, en 1968 par le sculpteur Aslan. Et c'est d'ailleurs aujourd'hui toujours, figurez-vous, la Marianne, le buste de Marianne le plus vendu. Peut-être que ça a un rapport avec son décolleté, mais de là à faire des raccourcis, je ne me permettrai pas.
c'est peut-être juste parce que Brigitte Bardot est une super actrice, ça doit être ça. Ça doit être ça. Et donc une république à décolleté qui visiblement a marché, mais n'a rien d'officiel. Et après, il y en a eu d'autres, hein, donc des Marianne Stars. Il y en a d'autres qui ont été choisis, mais ça n'a rien à voir avec une décision de l'État. N'importe qui a le droit de décider de représenter une Marianne à son effigie et de la vendre et de devenir l'allégorie de la France si ça lui chante. Mais bien sûr, vous le saviez, super public du Paul and Chill. Peut-être vous-même, avez-vous déjà créé votre effigie de Marianne? Ça ne m'étonnerait pas, c'est bien votre genre. D'ailleurs, à propos de femmes et de politique, est-ce que vous saviez que le droit de vote des femmes a été accordé très très tard en France? Bien sûr qu'on le savait. Bien sûr que vous le saviez. Vous l'avez sans doute appris à l'école. Le droit de vote des femmes en France, c'est 1944 pour la loi, 1945 pour le premier vote, la première mise en application. Donc il n'y a même pas un siècle, n'est-ce pas? Mais ce dont on se rend moins compte, c'est de à quel point c'est tard par rapport au reste du monde. Et oui, car il a été accordé en France après tout un tas d'autres pays. Et je ne vais lister que ceux du XXe siècle, mais figurez-vous qu'il y a eu des initiatives avant le XXe siècle. Donc on commence en 1901 avec l'Australie, je ne vous donne pas toutes les dates, mais tous les pays. On a eu donc l'Australie, la Finlande, l'État de Washington, la Californie, l'Arizona, le Kansas, l'Alaska, la Norvège, le Danemark, l'Islande, la Russie, l'Arménie, la Hongrie, le Canada, le Royaume-Uni, l'Irlande, la Tchécoslovaquie, la Pologne, la Géorgie, l'Azerbaïdjan, l'Autriche, l'Allemagne, les Pays-Bas, le Luxembourg, la Belgique, la Suède, l'Albanie, les États-Unis, en entier cette fois, l'Irlande, la Roumanie, la Mongolie, l'Espagne, le Liban, l'Uruguay, l'Équateur, l'Afrique du Sud, la Turquie, la Grèce, le Portugal, le Sri Lanka, la Thaïlande, les Maldives, l'Uruguay, le Brésil, Cuba, la Turquie, la Birmanie, l'Inde, les Philippines, la Bolivie, l'Ouzbékistan, le Salvador, Québec, le Panama, la République dominicaine et la Bulgarie. Tous ces endroits ont donné le droit de vote aux femmes avant notre pays des droits de l'homme. Alors, après, il faut voir un peu les détails. Parfois, c'est juste pour certains types d'élections. Parfois, c'est que pour une partie de la population, comme en Afrique du Sud, qui a d'abord donné le droit de vote aux blanches, évidemment. Et parfois aussi, si le régime change et redevient plus conservateur, il retire le droit de vote aux femmes. Mais en tout cas, ce sont quand même tous des endroits où on s'est dit, avant le pays des droits de l'homme, que oui, les Zouzes avaient le droit de voter. Ok ? Le pays des droits de l'homme, en effet. Toujours en politique, est-ce que vous saviez qu'il y a eu un président des États-Unis qui a été en fonction pile poil un mois? Oh, vous étiez un peu mou, mais vous le saviez. Ok. Bien sûr que vous le saviez. C'est évidemment très connu aux États-Unis, donc vous le saviez aussi puisque vous êtes très très cultivé. C'est William Henry Harrison qui accède à la présidence le 4 mars 1841 et il est décédé le 4 avril. Donc un petit mandat éclair. Il est décédé d'un rhume. Et la légende, oui, c'était une autre époque, comme on dit. On pouvait tout dire probablement à l'époque. La légende raconte qu'il a chopé froid à son investiture où il est venu sans manteau, à cheval et pas en calèche, par temps froid et humide, et où il a prononcé le discours d'investiture le plus long de l'histoire américaine, pour le mandat le plus court donc. Alors, en fait, ce serait une idée fausse parce que s'il est bien décédé d'un rhume, ce dernier s'est déclenché apparemment 3 semaines après l'événement. Mais par contre, c'était un rhume un peu vénère qui s'est transformé en pneumonie. C'est un peu la loose puisque du coup, il est par un raccourci connu pour avoir crevé d'un pauvre rhume chopé à son investiture, même si ça n'est pas tout à fait vrai, vous aurez compris. Après, il faut voir aussi ce que c'était la médecine à l'époque parce qu'on a quand même essayé de le soigner avec de l'opium et des sangsues. Oh, écoutez. Bref, c'était l'histoire très brève du 9e président des États-Unis. À propos des États-Unis, j'ai une anecdote de ouf sur la bombe atomique. La bombe atomique, trop lol en ce moment ou quoi? Très drôle. Eh bien, justement, une anecdote positive, je mets des très gros guillemets. Est-ce que vous saviez, vous êtes chaud, est-ce que vous saviez qu'il y a un homme qui a survécu aux 2 bombes atomiques? Bien sûr qu'on le savait. Vous étiez très chaud pour cette anecdote qui était de la bombe. Bien sûr que vous le saviez. Oui, je fais des jeux de mots. C'est Tsutomu Yamaguchi, j'espère que je n'ai pas trop écorché son nom. Et c'est en tout cas pour l'instant le seul survivant des 2 bombes reconnues par le Japon. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres, mais a priori c'est le seul qu'on connaît officiellement. Il était en effet pour son travail à Hiroshima le 6 août 1945 lorsque la première bombe explose. Il se trouvait à environ 3 km de l'épicentre de l'explosion.
Alors qu'on estime le nombre de morts à environ 140 000 personnes, il est seulement, je remets des guillemets, gravement brûlé, aveuglé et assourdi temporairement. Il passe la nuit dans un abri de fortune, mais rentre chez lui le lendemain à Nagasaki. Et donc il retourne travailler malgré ses blessures, parce que les Japonais. Et 3 jours après le premier incident, eh bien, le 9 août 1945, une deuxième bombe explose, comme vous le savez, à Nagasaki, avec autour de 70 000 morts. Et Tsutomu Yamaguchi survit une nouvelle fois. Il n'est d'ailleurs décédé qu'en 2010, à l'âge de 93 ans. C'est quand même assez dingue. Survivre à 2 attaques nucléaires, c'est incroyable, bien sûr. On peut se demander, du coup, si c'est l'homme le plus chanceux ou le plus malchanceux de l'histoire, parce que ça veut dire aussi avoir vécu de bombes atomiques, bien sûr. Toute sa vie, il a évidemment souffert des conséquences physiques et psychologiques des 2 explosions. Et sa famille a été décimée par des cancers probablement dus aux radiations. Et sachez que c'est après la mort de son 2e fils en 2005 qu'il a décidé de sortir de son silence sur le sujet, il n'en avait pas parlé, pour parler du nucléaire, et qu'il a écrit un livre racontant son histoire. Très bonne ambiance, mais incroyable quand même comme anecdote. À propos de bombes, attention, anecdote, transition extrêmement artificielle, puisque la bombe a été larguée en avion. Est-ce que vous saviez qu'il y a potentiellement des gens qui, de leur vivant, ont connu le premier vol en avion et le premier pas sur la Lune? Bien sûr qu'on le savait. Mais bien sûr que vous le saviez, public extrêmement culturé. Alors moi, je trouve ça vraiment fou. En vrai, c'est moi qui avais cherché ce petit calcul. Il faut savoir, avant toute chose, qu'il y a plusieurs personnes qui se disputent le titre du premier vol en avion. Il y a un peu de débat, mais en tout cas, le premier, celui qu'on retient en général comme le premier vol d'un avion contrôlé et motorisé, il aurait eu lieu en Caroline du Nord en 1903 grâce aux frères Wright. Mais c'est un peu débat, je vais prendre cette date pour l'exercice de pensée, ok. Donc 1903, premier vol en avion a priori, et le premier pas sur la Lune, c'est 1969. Donc si une personne et il y en a eu, est née en 1890, elle a pu connaître le premier vol en avion à ses 13 ans, puis le premier homme même envoyé dans l'espace à ses 71 ans, puis le premier pas sur la Lune à ses 79 ans, ainsi que 2 guerres mondiales. C'est cadeau, c'est bonus. Alors après, l'espérance de vie en 1890, elle était plutôt de 45 ans, donc en vrai, il n'y a peut-être pas tant de gens que ça qui l'ont vécu, mais c'est une moyenne, l'espérance de vie, donc oui, il y a des gens qui ont vécu les deux, je trouve ça ouf. Mais vous le saviez, bien sûr, public extrêmement brillant et intelligent du Paul and Chill, ainsi que le chat, je n'en doute pas. Toujours à propos d'écart dans le temps, est-ce que vous saviez que Cléopâtre, c'est assez connu, est plus proche dans le temps de nous que la création des pyramides? Mais bien sûr que vous le saviez. Cléopâtre, donc quand on parle de Cléopâtre, on parle de Cléopâtre 7, c'est la super connue, mais il y en a eu plusieurs. Elle est née vers 69 avant notre ère, donc il y a environ 2092 ans, puisqu'on dit vers 69, alors que les pyramides d'Égypte, qui sont principalement les tombeaux des rois et des reines d'Égypte, ont plutôt été construits à partir de 2700-2600 avant notre ère. La plus célèbre, par exemple, donc la pyramide de Gizeh, qu'on désigne comme le tombeau du pharaon Khéops, même si pareil, ça fait débat, et qui est, soit dit en passant, la dernière des 7 merveilles du monde, parce qu'on a tout dézingué, bref. Elle aurait donc été construite autour de 2600 à 2500 avant notre ère. Donc en gros, quand Cléopâtre elle est née, ça faisait déjà plus de 2500 ans que cette pyramide existait. Et nous, on est séparés de Cléopâtre de plutôt autour de 2100 ans pour arrondir. Donc il y a un peu moins d'écart entre nous et elle qu'entre elle et les pyramides. Et donc elle devait regarder ces trucs-là comme des vieux trucs ancestraux aussi, un peu comme nous devant le Colisée. Je trouve ça fou. Un écart de temps encore plus loin et encore plus fou, qui pète aussi des préjugés. Est-ce que vous saviez que il y a autant d'écart entre le Diplodocus et le T-Rex qu'entre le T-Rex et nous? Bien sûr qu'on le savait. Bien sûr que vous le saviez, vous savez tout, écoutez. Alors, attention, les chiffres, on s'accroche un petit peu. Le Diplodocus, il a vécu au Jurassique supérieur, donc il y a 156 à 137 millions d'années.
à la louche, alors que le T-Rex, il a vécu à la fin du Crétacé, pendant le Maastrichtien, et je déteste les paléontologues qui donnent les noms des périodes. Donc le Maastrichtien, c'était il y a entre 72 et 66 millions d'années. Donc le Diplodocus et le T-Rex n'ont pas cohabité, d'accord ? Soit dit en passant, Jurassic Park, du coup, ça fait marrer, vu qu'il n'y avait pas du tout de T-Rex au Jurassique. Et donc en gros, si on arrondit un peu, parce que bon bah là, on n'est pas un poil de cul près, clairement, il y a autant d'écart entre nous et le T-Rex que entre nous et le T-Rex que entre le T-Rex et le Diplodocus. Et donc Petit Pied vous a menti. D'ailleurs, Petit Pied n'est pas un Diplodocus, mais un apatosaure qui a vécu aussi au Jurassique. Donc pas du tout en même temps que le T-Rex. Bref, vous saviez tout ça déjà car vous êtes un super public éminent. Je sais même pas pourquoi je suis invitée. Du coup, je vais aller à l'apéro. Mais ça, vous le saviez déjà. Bisous. Et bien sûr qu'on le savait, que c'était une carte blanche extraordinaire. Merci Manon. Je vois que des merci Manon, que des clap dans le chat. Ça vous a plu et c'est trop cool.